Chers abonnés d'Omerta, bonjour et bienvenue. Merci de votre fidélité à cette émission Le Grand Entretien. Aujourd'hui, je reçois Éric Nolot pour la parution de son dernier livre. Alors, Éric Nolot, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous avez écrit ce pamphlet contre Sandrine Rousseau. Est-ce que cette dernière méritait tant d'honneur ? Moi, je crois qu'il faut la prendre au sérieux, Sandrine Rousseau. Il faut la prendre au sérieux parce que derrière des apparences loufoques, il y a un projet de société, un contre-projet de société et un contre-projet même de civilisation. Elle et ses amis, en fait, veulent instaurer un nouvel ordre. Voilà, c'est le propre des révolutionnaires. Si possible, sur une table rase, il faut détruire le passé. Et ce nouvel ordre consiste, ou plutôt coïncide, avec la destruction de tout ce à quoi je suis attaché, et quand je dis « je », c'est des millions de personnes avec moi. Écoutez, par exemple, les relations entre les femmes et les hommes, par exemple. En France, les relations entre les hommes et les femmes, c'est une histoire longue, complexe, subtile. Là, c'est fini, c'est la guerre. D'ailleurs, c'est la guerre entre les hommes et les femmes. Les femmes naissent toutes victimes et les hommes naissent tous coupables. Donc, il faut régler des comptes. Vous avez aussi une conception extrêmement particulière de la démocratie politique. Ça consiste à éliminer ses adversaires politiques par le mensonge et la manipulation. J'ouvre la faute à Rousseau par le flingage de Julien Bayou, où Sandrine Rousseau arrive sur un plateau, dit « Cet homme pousse au suicide des femmes, il y a une enquête journalistique, l'affaire est entendue. » Et d'ailleurs, l'affaire fut entendue. Et il y a un autre point sur lequel je trouve on n'insiste pas assez, qui moi me tient beaucoup à cœur, c'est la conception de la culture. C'est une culture, alors la culture du passé doit être réécrite, selon les critères idéologiques du présent, du wokisme. Ça, c'était le marxisme, ça. Exactement, c'est ce qu'on a vu. Faisant table rase. Exactement, voilà. C'est ce qu'on a vu dans le stalinisme, ce qu'on a vu dans le nazisme, enfin, qu'on a vu dans tous les totalitarismes. Et l'art du présent, la culture du présent, doit correspondre à ces nouveaux critères idéologiques. C'est-à-dire, c'est le retour d'une littérature édifiante. Ça peut même aller un peu au-delà, par exemple, au nom de conception écologique, vous en prenez des tableaux de Van Gogh, par exemple, sachant que de toute façon, tout ce qui vous a précédé est nul et non avenu, puisque ça a été créé sous le règne du patriarcat. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi les tableaux de Van Gogh ? Moi, j'ai pas compris. Je les ai vus ou s'attacher ou essayer de défigurer ces choses qui moi, m'émeuvent. Pourquoi Van Gogh ? Alors, je pense que l'explication est assez complexe. D'abord, je pense que toute médiocrité a la haine de la grandeur et du génie. Ces gens-là sont des médiocres, donc ils s'attaquent au génie. Ensuite, Van Gogh et tous les autres, vous pouvez citer tous les artistes du passé, sont nés et ont créé sous le règne du patriarcat. Donc ils doivent disparaître. Il y a une sorte uniquement pour ça. Oui, il y a une sorte de péché originel. Et ensuite, il y a le côté publicitaire, puisque si vous balancez de la soupe, pour l'instant, ils se contentent de s'en prendre à des œuvres, ils ne les détruisent pas. Mais il ne faut pas se leurrer, la prochaine étape, ce sera la destruction d'œuvres. Donc c'est l'assurance d'une caisse de résonance médiatique. Donc vous avez la haine de la grandeur, plus l'utilité, le côté utilitaire de l'activiste, du fanatique. Sur la question et la personnalité de Sandrine Rousseau, qui, vous l'avez dit, est un personnage qui n'a pas un charisme débordant, qui s'est singularisé par des déclarations qui ont souvent été reprises. Il y a aussi du phénomène médiatique. Mais comment est-ce possible qu'elle, avec ces idées que vous décrivez, a pu se retrouver au centre de la vie politique, quelque part ? Elle coche quand même pas mal de cases. D'abord, c'est une femme, l'époque est aux femmes, elle incarne l'écoféminisme, qui est un des ismes qui a le vent en poupe. Ensuite, c'est une créature médiatique, c'est-à-dire qu'elle a été créée par et pour les médias. En réalité, c'est pas un travail d'élaboration intellectuelle où elle aurait publié un livre qui aurait fait date. Elle a été lancée, si j'ose dire, par une affaire, l'affaire Denis Baupin, où elle a porté plainte contre Baupin. Ça se passe beaucoup entre écolos, là. Et elle a accusé, sans doute à raison d'ailleurs, d'agression sexuelle, et ça l'a mis en lumière. Dans la foulée, si j'ose dire, elle a essayé de s'emparer de la tête du parti. Elle n'y est pas arrivée. Et puis le deuxième grand coup médiatique, ça se passe, j'y reviens dans le livre, sur le plateau d'On n'est pas couché, où elle a une prise de bec assez violente avec Christine Angot, où, si vous voulez, elles essayent de s'arracher mutuellement le sceptre victimaire. Christine Angot estime qu'elle a été victime d'un viol incestueux. Elle estime qu'elle a une sorte de monopole sur les violences qui ont été faites, les violences sexuelles qui ont été faites aux femmes. Elle estime qu'il y a une manière d'en parler et que Sandrine Rousseau n'en parle pas de la bonne manière. Sandrine Rousseau pleure, ça fait le buzz, évidemment, et ça l'a lancée une deuxième fois. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est en fait un coup d'éclairage médiatique plutôt qu'une pensée qui s'est imposée. Mais nous vivons au siècle de l'image, nous vivons au siècle de la communication,
l'attention, du buzz, des clics, et tout ça est très payant. Tous ces phénomènes sociétaux desquels elle s'est emparée pour justement faire sa notoriété semblent alors affecter toutes les partis politiques, mais quand même la NUPES et Europe Écologie Les Verts semblent... Pourquoi est-ce que finalement les mots qu'elle reproche aux hommes, au patriarcat, finalement, semblent toucher plus son propre parti? L'affaire Quatennens, Coquerel, c'est quand même étonnant quand même. Faites ce que je prêche, mais faites pas ce que je fais, quoi. Oui, c'est un paradoxe assez cruel, et d'autant que l'exigence de pureté envers les autres, eh bien, évidemment, ne se retrouve pas quand c'est un de vos proches qui est pris la main dans le pot à confiture. Oui. Ils ont eu beaucoup de mal avec l'affaire Quatennens. Et ils ont toujours du mal. Oui, et notamment Sandrine Rousseau, qui a commencé par être extrêmement jusqu'au-boutiste. Quand il arrivait, Quatennens, elle quittait l'Assemblée. Maintenant, elle reste bien sagement assise, et elle a accepté que Quatennens... alors que c'était une sorte d'absolu. Elle avait dit, de toute façon, si une femme dit qu'elle a été agressée, on la croit, et un homme qui est coupable de ça doit disparaître de la vie publique, d'ailleurs avant même tout procès, hein, le procès médiatique servant de procès. Mais on voit que, eh bien, il y a un décalage, mais c'est pas très nouveau dans les partis révolutionnaires, vous savez, ils ont toujours prêché une grande pureté, et puis dès que vous mettiez un peu le nez dans leurs affaires, c'était évidemment tout autre chose que vous trouviez. Après, il y a autre chose qui est même plus troublant, c'est que elle se réclame du féminisme. Or, ce qu'elle propose quand même, enfin, c'est ce que laissent transparaître certaines de ses déclarations, elle propose un féminisme très régressif. Quand elle dit « je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR », c'est-à-dire qu'elle préfère les sorcières en réalité aux savants. C'est un peu la vision de la femme à l'ancienne. Les femmes, ce sont des sorcières du côté de la magie, de l'irrationnel, puis les hommes, ils sont au côté de la science, des grandes écoles, ils deviennent des ingénieurs, et les autres vont danser le sabbat dans la forêt par les nuits de pleine lune. Mais toutes ces contradictions, celles que vous avez soulevées, la contradiction entre les principes et la pratique, entre le féminisme et en fait la proposition d'un féminisme extrêmement régressif qui joue avec les clichés les plus anciens attachés aux femmes, toutes ces contradictions, eh bien, ne mordent pas. Elles continuent à être invitées 8 fois par semaine sur tous les médias, où on évite d'ailleurs de la mettre en difficulté en espérant qu'elle sortira une punchline ou une petite bourde qui fera le buzz. Voilà. Alors ça, il y a aussi donc la recherche du buzz qui peut être naturelle, et ce qui est dans l'univers concurrentiel des médias peut s'expliquer. Mais en revanche, on a l'impression que derrière aussi cette idéologie qu'on peut qualifier de wokisme, ou qu'on peut qualifier d'ultra-progressisme ou de néo-féminisme, il y a quand même une certaine peur. Il y a la peur d'être ostracisé, il y a la peur de ne plus être invité, il y a la peur d'aller trop loin, de sortir une remarque qui serait jugée et excluante. Et on a l'impression que, du coup, Sandrine Rousseau dispose d'une puissance assez remarquable par rapport à ce qu'elle représente réellement, y compris politiquement. Mais c'est le plan. Le plan, c'est d'abord la censure, c'est-à-dire que tout propos, en effet, peut être synonyme d'exclusion sociale, d'exclusion du champ médiatique, et pour en arriver au stade ultime qui serait l'autocensure. C'est-à-dire qu'il ne vous vienne même plus à l'idée de prononcer certains mots, de questionner certaines choses, que vous ayez intégré que vous feriez mieux de vous taire, ou en tout cas de tenir le discours dominant. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'est un programme qui est totalitaire dans sa démarche. Il y a un moment, dans l'Union soviétique stalinienne, les gens savaient ce qu'on pouvait dire et ce qu'on ne pouvait pas dire. Et ce qu'on ne pouvait pas dire, eh bien, si par hasard ça vous échappait, ou si vous décidiez de braver le pouvoir, eh bien, vous vous retrouviez au goulag. Alors, il n'y a pas de goulag ici, c'est juste un goulag social. Vous disparaissez, on vous traite juste de facho. Maintenant, facho, c'est un peu usé, maintenant c'est néo-nazi. Vous êtes directement un néo-nazi. Oui. Tout contestataire du wokisme ou des aspects les plus délirants du néo-féminisme, je vous en parle en connaissance de cause, peut-être en avez-vous fait l'expérience aussi, ça ne m'étonne pas, est traité de facho, de néo-nazi et autres noms d'oiseaux. C'est une stratégie d'intimidation globale pour faire taire l'opposition et de manière à ce qu'on arrive à la situation qui est décrite dans 1984 d'Orwell, où plus personne. D'ailleurs, les gens, dans le cas de 1984, ça risque de nous arriver, ont même oublié le sens de certains mots. Ils ne savent même pas que ces mots existent. C'est le but.
Alors, on est allé loin, on n'est peut-être pas allé aussi loin qu'aux États-Unis, puisque c'est quand même globalement une idéologie qui vient des États-Unis, qui a été théorisée depuis assez longtemps finalement, Bien puisque sûr. même dans les années 90, je me souviens, dans les facs de la côte ouest américaine, il y avait, je me souviens en particulier d'un exemple que j'ai vécu moi à UCLA pendant un séjour là-bas, le livre de Moby Dick avait été... le livre Moby Dick d'Herman Melville avait été retiré de la bibliothèque parce que les baleiniers n'avaient pas de femmes dans le baleinier. Voilà. Bon, l'Angleterre du XVIIIe siècle, vous imaginez qu'il n'y avait pas de femmes. Mais là, Surtout dans les baleiniers. Voilà. Donc le livre avait été mis à l'index. Donc j'avais trouvé ça. Je me souviens de cet exemple. Et à l'époque déjà, les féministes gouvernaient les facs. Donc ensuite, tout ça est venu. Avec un angle très protestant, un angle religieux, c'est-à-dire une sorte de bien noir qui est très américaine. Comment cette idéologie c'est là où j'allais vous demander aussi, est-ce que c'est pas aussi un peu la faute à Voltaire? C'est-à-dire qu'on ne l'a pas défendu, ce Voltaire. Nous qui avons justement des armes intellectuelles beaucoup plus... on est un peuple intellectuel ou un peuple politique, peut-être plus que les Américains. On n'a pas réussi à résister à ça. Non, on a mal résisté. Alors évidemment, il y a une marge par rapport aux États-Unis où là, on est allé très très loin dans le délire. Mais enfin, il ne faut pas non plus que nous nous sous-estimions. On a une faculté quand même d'adopter et d'adapter ce qui vient aux États-Unis qui est parfois assez effrayante. Mais enfin, néanmoins, ils sont arrivés à un stade délirant parce que là maintenant, dans les facs, quand vous utilisez certains mots, mais c'est vraiment un nombre de mots très important, vous devez prévenir les élèves que peut-être ils peuvent être choqués. Alors il vaudrait mieux qu'ils quittent la salle, mais parfois, je ne sais pas, le dernier exemple qu'on m'a donné, c'est le mot field, champ, qui renvoierait à champ de coton, donc à l'esclavage. Ah oui. Donc si vous avez des étudiants noirs dans la salle, vous dites, je vais peut-être utiliser un mot qui va vous choquer, ça va vraiment être un bouleversement émotionnel pour vous. Il faudrait mieux sortir. Or, le mot en question est champ. Champ de compétences, champ de connaissances. Oui. Bon, vous voyez, on n'en est pas là. Maintenant, on s'approche. Alors, pour moi, l'explication est assez simple, c'est que en France, le point fort de cette idéologie, là où vraiment ils sont en train de gagner le combat gramscien, ça concerne un tout petit milieu qui est le milieu médiatico-intellectuel. Et là, ils sont extrêmement... ils ont la cervelle déjà bien mangée par cette idéologie. Et en fait, ça infuse doucement dans la société française, mais doucement, parce que dès que vous sortez de 100 km de Paris, déjà, le wokisme est déjà... parfois, les gens vous demandent même ce que c'est, alors qu'à Paris, on comprend très bien ce que c'est. Mais simplement, à force que dans certains médias, on martèle toute la journée que tout ce qui compte, c'est en effet un thème wokiste, ou en tout cas de parler de féminisme, parfois de manière assez grotesque, parce qu'il faut trouver à chaque fois de nouveaux sujets, et comme c'est quand même pas infini, on en vient à des choses burlesques, voilà. Mais à force de faire ce travail d'imprégnation gramscien des cervelles, ça finit par s'imposer, et surtout, ça a des conséquences très directes. Par exemple, dans l'édition, maintenant, on donne la priorité aux manuscrits qui sont représentatifs de ce wokisme, de ce néo-féminisme. Vous arrivez dans certaines librairies, il faut d'abord enjamber 50 livres sur ces thèmes-là avant d'en arriver à la littérature. Vous ouvrez certaines radios, vous ne tombez que sur des thèmes de ce genre-là. Donc, ils finissent par s'imposer un peu par la force. Voilà. Donc, la France résiste bien, je dirais, au niveau du peuple, au niveau populaire, au niveau du génie populaire français, qui est un peu voltairien, il faut bien le dire. Mais le poisson pourrissant par la tête, l'expression est bien connue, eh bien, l'odeur de pourri finit quand même par se répandre. Oui, on l'a vu récemment avec le dernier livre de Frédéric Beigbeder, où il a assumé une hétérosexualité un peu désuète. Finalement, suffit à le voir chasser de certains endroits. Enfin, c'est quasiment l'archange Gabriel, quoi. Il est crucifié au pylône de l'hétérosexualité. Oui, parce qu'en réalité, il y a un continuum qui est très très problématique entre la dénonciation des violences faites aux femmes et la dénonciation du désir masculin en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en réalité. Parce que Frédéric Beigbeder, il explique, il ne dit pas « j'ai agressé des femmes ». Bon, alors là, le débat serait clos, on serait tous les deux là à le condamner, et puis on ne serait pas les seuls, Dieu merci. Il dit simplement « moi je suis un peu un obsédé sexuel, je vois une femme, j'ai envie de coucher avec ». On ne va pas entrer dans le code pénal, on ne va pas entrer l'obsession sexuelle à partir du moment où elle est fantasmatique. Et c'est ce que... Mais ça, c'est le fait de le dire. Oui, mais c'est ce que Sandrine Rousseau a fait avec Julien Bayou. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité... Cas d'école.
Voilà. Il y a un cas de divorce, comme il y en a des centaines de milliers en France. Il est à la tête d'un parti, on révèle son truc, on le jette en pâture, alors qu'en réalité, il n'y a aucune agression et rien du tout. Il n'y a pas d'agression. Il n'y a d'ailleurs pas eu de jugement, Non. même en interne, puisque la commission n'a pas pu se réunir. Mais ça suffit à... Mais elle dit, il y a un article. Qu'est-ce que vous découvrez dans l'article? Qu'une des petites amies de Julien Bayou arrive chez lui, sans doute dans l'intention de passer un bon moment, et tombe sur une petite culotte qui ne lui appartient pas. C'est ça le truc? C'est ça le motif d'exclusion de Julien Bayou? Ce type-là est un délinquant sexuel, un type qu'il faut juger parce qu'il a oublié la petite culotte d'une amie précédente. Écoutez, moi ça les regarde, je trouve l'histoire totalement sordide, mais c'est leur problème. Mais bien sûr. C'est pas le mien, c'est pas le vôtre, c'est pas celui de la nation. Oui. Moi j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et l'article est comme ça. On sait que, en étant passé par des divorces, eh bien, il y a une part voilà, il y a des sentiments et des choses. À partir du moment où il n'y a pas de violence sexuelle, de coups, de viols, etc. Ça ne devrait pas être su. L'histoire de couple, c'est leur problème. Bien sûr. Là, jeter en pâture à l'opinion publique, et surtout, Bayou, ça y est, flingué. Il est flingué. Et puis, là, il y a le cas Coquerel, le cas Quatennens, qui lui il y a l'aveu. Alors là, l'aveu, c'est terminé, il s'est exécuté lui-même. Mais moi, je me demande, alors, on va revenir juste un moment sur l'histoire américaine et les proportions que ça a pris là-bas. Cette contamination du Parti démocrate par cette idéologie. Il y en a un qui a réagi, c'est l'ancien directeur de communication de l'équipe Clinton, James Carville, qui a dit si on continue dans cette voie-là, on va perdre les élections. Et le Parti démocrate, vous pensez aussi que en France, ce sera la gauche qui va, et quelque part elle l'est un peu, avec des gens comme Fabien Roussel, une gauche qui redevient un peu normale, entre guillemets. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut lutter contre cette idéologie ? En tout cas, moi je lutte depuis la gauche. Oui. Le wokisme, comme homme de gauche, c'est comme ça que homme de gauche. Bon, alors, ça ne m'empêche pas d'être traité de facho comme les autres, mais il y a deux oppositions wokistes, il y en a une de droite, moi je représente celle de gauche, en effet, qui est celle d'une gauche républicaine, laïque, tout ce que vous voulez, qui est opposée donc à la gauche wokiste. Qui a beaucoup tardé, d'abord parce qu'elle s'est laissée bouffer la cervelle, comme je vous disais, les milieux de gauche ont été extrêmement poreux à cette idéologie wokiste. Nous avons été complaisants. Moi, écoutez, je veux pas m'auto-justifier, mais je me suis battu contre les aspects les plus caricaturaux très tôt. Après, cette gauche manque d'incarnation, mais je constate quand même, j'espère que c'est pas de la pensée magique à mon tour, j'espère que je suis pas tombé du côté des sorciers, comme Sandrine Rousseau, mais j'ai l'impression, il y a des frémissements quand même. Je vois que la gauche républicaine commence à s'organiser un peu, je vois qu'il y a un côté un peu maintenant, un petit ras-le-bol quand même du terrorisme intellectuel qui exerce jour et nuit le wokisme, et que, comme aux États-Unis d'ailleurs, où ils trouvent qu'on va trop loin, qu'on va contre le bon sens, qu'on va dans une forme de fanatisme qui ne peut que s'aggraver au fil des années, j'ai l'impression que ça va s'équilibrer. Maintenant, beaucoup de dégâts ont déjà été commis, et moi je suis très inquiet pour les futures générations. Oui, racontez-nous, pourquoi ? Voilà, mais qui arriveront de plein pied dans cet univers qui aura été remodelé par le wokisme, et qui n'auront pas les anticorps que nous avons développés. Nous sommes des êtres hybrides au fond. Nous venons d'une sorte d'ancien monde où on a appris des choses, des valeurs, on voit ce que c'est que le wokisme, on fait la part des choses. Mais quand vous arrivez dans un univers de plein pied, où en fait les valeurs dominantes seront ou seraient celles du wokisme, je suis très inquiet, où des gamins trouveront normal qu'on réécrive tous les 10 ans tous les livres du passé pour les faire coïncider avec l'idéologie du présent. Moi, en tant qu'amoureux de la littérature, je trouve ça terrifiant. Est-ce que quelque part, ça ne correspond pas à une attente aussi d'un système capitaliste qui, ayant détruit la société traditionnelle, arrive dans les derniers retranchements, c'est la destruction de la famille, d'une certaine façon. De toute façon, avec l'affrontement des jeunes générations qui verront leurs parents comme les symboles de ce patriarcat à chasser et à combattre. Le capitalisme fait ventre de tout. Donc la destruction à l'œuvre lui convient très bien. Regardez D'ailleurs, la destruction, c'est... Sandrine Rousseau dit qu'elle vit avec un mec, un type déconstruit. Mais oui, voilà, mais de toute façon... On est dans l'idée de fracasser. Toutes les entreprises totalitaires sont des entreprises de destruction et de reconstruction. Alors, chez les communistes, c'était l'homme nouveau, il fallait construire un homme nouveau, et de corps et d'esprit. Dans le capitalisme, il faut détruire l'individu ancien pour le transformer en pur consommateur. Voilà. Et dans le wokisme, en effet, il y a le mot déconstruire. C'est-à-dire, il ne cherche pas à construire, il cherche à déconstruire. Ça devrait nous alerter, un programme de déconstruction. Sûr, moi, terrible. dans la vie, ce que j'aime, c'est déconstruire. Bon, c'est quand même étrange. Ambition. Et surtout, oui,
oui, c'est une ambition de démolisseur, quoi. Oui. Voilà. Et construire un homme nouveau qui soit entièrement coupé de ses racines, ça aussi, c'est commun au communisme stalinien, c'est commun au capitalisme et c'est commun au wokisme. Et le capitalisme a évidemment investi par milliards dans tout ce que le wokisme a produit. Maintenant, il faut que les produits culturels soient conformes. Quand vous réécrivez un peu Agatha Christie au Roald Dahl, ça permet de revendre encore en l'ayant un peu amélioré aux normes contemporaines. Donc voilà. Non mais de toute façon, le capitalisme a toujours été un allié de toutes les destructions. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi la résistance ne vient pas plus de gauche. Je ne comprends pas pourquoi c'est la droite, avec les risques de caricature, d'en arriver à des excès inverses. Donc, la gauche doit s'emparer du wokisme. Ce sera le wokisme ou ce que représente vraiment la gauche. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Il y a juste, vous m'aviez, juste avant l'émission, vous m'avez évoqué le cas de Johnny Depp et des contrats qui commencent. Donc là, en regardant, comme disent les Américains, pour finir par eux, follow the money, là où ça se trouve, donc c'est là où vous sentez un changement. Oui, on me dit que Johnny Depp, qui est pourtant la bête noire des féministes, puisqu'il y a eu un procès extrêmement médiatisé avec son ex-femme, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu tortueux, mais enfin, les torts sont partagés, et même le deuxième jugement, elle a été condamnée plus sévèrement que lui. Donc, voilà. Mais les deux ont été condamnés. Voilà, ce qui n'empêche que les deux ont été condamnés. Ce qui n'empêche que sa présence dans le film de Mai Wen est perçue comme un scandale quand même, puisque si vous êtes mis en cause, vous êtes coupable. On en est là. Mais on me dit qu'il y a de très gros contrats qui ont été signés, notamment une marque de parfum pour des millions de dollars. Or, ces gens-là ne se trompent pas, les capitalistes ne se trompent pas. Ça veut dire qu'ils estiment qu'on en a fait quand même beaucoup avec Johnny Depp, que cette diabolisation permanente de l'homme, de croire que c'est toujours la femme qui est la victime, commence un peu à toucher à sa fin. Mais je vais finir peut-être là-dessus. Sur France Inter ou France Culture, il y avait l'interview d'une réalisatrice. Et la journaliste lui dit sur un cas d'emprise et de femmes maltraitées. Et la journaliste dit à la réalisatrice, oui, en fait, dans votre film, il y a un agneau, c'est cette femme, puis il y a un loup, c'est cet homme. Et même la réalisatrice était obligée de nuancer, en disant, non, mais vous savez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et non. En fait, ce que veut le wokisme, c'est que ça soit pas plus compliqué. C'est des films édifiants. Vous avez un agneau qui est dévoré par un loup. Le loup, c'est méchant. L'agneau, c'est gentil. Mais ça, c'est non seulement la négation de la culture, mais la négation de la vie. Parce que c'est rare dans la vie que ça soit vraiment blanc-noir. Ça arrive. Mais il y a beaucoup de gris quand même. Bien sûr. Et la littérature et la culture, c'est le domaine du gris, de l'indécision, de l'incertitude, de l'ambiguïté, de l'ambivalence. On veut supprimer tout ça au nom d'une pureté écologique qui s'appelle le wokisme, mais je finis sur le reproche que vous m'adressiez au début, peut-être lui fais-je trop d'honneur, c'est également ce que veut détruire le rousseauisme. Et moi, je crois que le rousseauisme existe. Dans Jean-Jacques Rousseau, il y avait déjà Sandrine Rousseau. Écoutez, il y a une phrase de Jean-Jacques Rousseau qui s'applique bien à Sandrine Rousseau, c'est « écartons tous les faits, car ils ne touchent point à la question ». Elle ne veut pas raisonner sur les faits. Les faits sont remplacés par l'idéologie. Vous pouvez prendre toutes les déclarations de Sandrine Rousseau, il y en a énormément qui sont des bourdes inouïes. Quand elle dit que Malthus a été influencé par Darwin, ou même des choses plus burlesques, Jean-Pierre Belmondo au lieu de Jean-Paul Belmondo. Vous avez quand même une suite de bourdes absolument inouïes. Donc, en fait, d'ignorance crasse. Oui, mais peu importe, puisque les faits ne comptent pas. Peu importe. Elle se meut dans le ciel pur de tout nuage de l'idéologie. Mais je pense que ça n'aura qu'un temps, en tout cas, c'est mon espoir. Merci beaucoup, Merci Éric à vous. Nolot. Merci à nos abonnés d'avoir suivi cette émission dynamique. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Grand Entretien. Au revoir.